c'est pour combler, entre guillemets, ce gap-là, ce manque-là, qu'on a imaginé construire finalement une marketplace. Alors bonjour à toutes et à tous, à tous les auditeurs du podcast des Experts Marketplace. Aujourd'hui, donc, dans cette nouvelle édition, on est très heureux d'accueillir Pierre Lamarche, le directeur de la marketplace d'OVH Cloud. Alors je renouvelle un peu mes excuses pour les petits désagréments sonores, parce que pour des raisons que vous comprenez bien, on est toujours dans des environnements qui sont à distance. Voilà, donc on vous prie de nous excuser pour ces désagréments. Alors bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Alors on ne présente plus Pierre OVH Cloud. Je pense que tous nos auditeurs connaissent OVH Cloud qui je crois maintenant va fêter ses 20 ans. Donc l'entreprise, elle est clairement positionnée stratégiquement dans le cloud et elle t'a confié les rênes l'année dernière de sa marketplace, donc marketplace OVH Cloud, qui est une plateforme qui permet en fait à des particuliers, à des professionnels de pouvoir bénéficier d'offres de vos vendeurs partenaires, d'offres applicatives de vos vendeurs partenaires. Donc, ce que je te propose, toujours dans l'idée de ce podcast, il y a toujours 4 temps, c'est que tu nous redonnes des éléments, bien sûr, sur OVH Cloud et puis le positionnement de la marketplace, que tu nous parles plus spécifiquement des vendeurs partenaires, parce qu'on s'intéresse, nous, dans un modèle marketplace, aux gens qui vendent sur la marketplace, que ce soit des services ou des produits ou des applications. Qu'on parle aussi des acheteurs, un peu de leur typologie, de leur profil, et puis que tu nous dises aussi un mot sur les transactions. Jusqu'où va cette marketplace. Et puis, bien sûr, en conclusion, tu nous livreras peut-être quelques infos sur tes ambitions pour 2021. Ouais, voilà. Écoute, parfait si ça te va. Alors, on commence. Peut-être que tu peux nous représenter OVH Cloud en quelques mots pour les auditeurs. Il y en a sans doute très peu, mais qui ne vous connaissent pas. Bonjour à tous. Écoutez, OVH Cloud, oui, effectivement, on présente de moins en moins OVH Cloud parce que on est de plus en plus, on va dire, connu. OVH a été monté en 99 par Octave Klaba et la famille en Klaba en général, sur un modèle en fait assez industriel, dans l'idée de monter en fait les serveurs, assembler nos propres serveurs, les mettre en ligne et ensuite commercialiser. Donc au départ, c'était surtout de l'hébergement web. Donc le OVH, là, vous voulez dire initialement, on vous héberge. Et en fait, le modèle a grossi, a évolué. On a développé toujours de nouveaux types de serveurs. On avait développé au fil des années une nouvelle gamme de produits. Et il y a quelques années, on a pris le virage, en fait, on va dire, du cloud, car on parle de plus en plus d'infrastructures, de souveraineté d'infrastructures, d'implantation. Toutes ces problématiques-là, on a trouvé un positionnement pour OVH il y a quelques années et c'est choisi même de changer le nom de la compagnie et de le faire migrer vers un OVH Cloud pour clairement assumer cette position de fournisseur de solutions cloud pour l'Europe et le monde maintenant. Écoute, merci, c'est très clair, c'est important de le rappeler. Alors, donc, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte, justement, et c'est en phase avec aussi la stratégie que tu viens de décrire, est né ce projet de lancer une marketplace, la marketplace OVH Cloud? Alors, l'idée de monter une marketplace, en fait, était là depuis très longtemps, en fait, très simplement parce que tous nos compétiteurs, donc les grands compétiteurs qu'on connaît, que ce soit les GAFAM ou même des compétiteurs plus modestes, ont très souvent lancé une marketplace dans un but, on va dire, avant tout évidemment mercantile, pour accroître toujours plus leur chiffre d'affaires et accroître je ne vais pas dire leur emprise, mais on va dire leur catalogue, on va dire. Et en fait, on avait fait un peu ce constat en disant, oui, nous aussi, on aimerait pouvoir proposer finalement beaucoup plus de produits, beaucoup plus de choses à nos clients. Sachant que historiquement, au VH, on est très axé sur tout ce qui est IaaS et une partie, on va dire, du PaaS, donc tout ce qui est infrastructure as a service. Comme je vous dis, on est avant tout une compagnie industrielle. On fabrique nos serveurs, on fabrique nos data centers, on met tout ça en ligne et à partir de cette matière première, on a développé des gammes de produits.
qu'on commercialise, mais on n'est pas éditeur de logiciels, par exemple. Nous ne sommes pas, on va dire, les éditeurs ou les producteurs des solutions qui sont vraiment, on va dire, utilisées dans les entreprises, chez nos clients en day-to-day. On fournit l'infrastructure qui peut héberger, évidemment, ces solutions. Et c'est en ça que, si vous voulez, il y avait un très grand gap entre le catalogue d'offres et tout ce que pouvaient proposer comme service des acteurs comme AWS, Microsoft, Google, j'en passe. Et c'est pour combler, entre guillemets, ce gap-là, ce manque-là, qu'on a imaginé construire finalement une marketplace qui fédérerait, alors pas des solutions OVH via un partenaire tiers qui fournirait un logiciel de CRM, un ERP ou quoi qu'est-ce, mais l'idée, c'était plus de fédérer un écosystème d'acteurs et de dire, plutôt que de prendre le pas et de grossir OVH Cloud tout seul pour essayer de concurrencer les grands acteurs, on s'est dit on va essayer de fédérer un écosystème d'acteurs et ensemble, on va pouvoir aller rivaliser avec les grands. Donc oui, Pierre, ce qui est effectivement intéressant, c'est que là, vous utilisez la marketplace comme un outil d'animation d'un écosystème. Ça, c'est une démarche qui est effectivement intéressante parce que la marketplace Tout à fait. permet voilà, de structurer cet écosystème, de lui donner de la valeur, de proposer des opportunités à ses acteurs. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de l'offre et du catalogue. Est-ce que tu peux nous dire, parce que quand on va sur votre marketplace, il y a un certain nombre de catégories. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont vous créez ces catégories, dont vous décidez de faire évoluer des catégories, etc. Alors, les catégories de produits qu'on retrouve sur la marketplace aujourd'hui, avant de parler de catégories de produits, on peut parler des typologies de produits. Aujourd'hui, on a pris une décision pour commencer, en fait, qui est de commencer à commercialiser d'abord des produits SaaS, donc des offres de software as a service, qui sont 100% proposées et managées, délivrées, supportées par les partenaires. C'est-à-dire que la plateforme marketplace OVH Cloud aujourd'hui agit uniquement comme un intermédiaire de vente, ou un business broker, comme on pourrait dire en anglais. Ouais. Et donc, c'est important de bien comprendre ça, car le client qui vient finalement contracter un service, qui choisit d'acheter sur la marketplace d'OVH aujourd'hui, en fait, va contractualiser, va se lier en affaires avec le partenaire directement. OVH est juste un intermédiaire, ce qui permet en fait de rapprocher directement les clients donc d'OVH Cloud et de la marketplace directement avec le fournisseur principal du service et de pouvoir justement, comme je le disais, fédérer cet écosystème et de fédérer des liens d'affaires en fait entre tous les acteurs de notre écosystème, qu'ils soient des partenaires clients et des clients qui ont quelque chose à acheter. J'ai l'habitude de dire, en résumé, que la marketplace d'OVH, elle a pour unique but en fait de faire rencontrer les clients d'OVH Cloud qui ont quelque chose à vendre avec les clients d'OVH Cloud qui ont quelque chose à acheter. Donc c'est un assez bon résumé. En termes de catégorie de produits, en fait, je vous avoue qu'on a d'abord établi on va dire une première hiérarchie, une première panoplie de catégories de produits parmi les produits, on va dire, parmi les softwares les plus usuels. Donc, on part de la collaboration en entreprise à la gestion d'entreprise en tant que telle, la gestion d'activité. On a un gros volet sécurité et cybersécurité qui se développe très rapidement. C'est à croire qu'il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là en ce moment. Ouais. Et on envisage aussi, pourquoi pas, d'offrir aussi un panel de solutions beaucoup plus verticales, c'est-à-dire des solutions beaucoup plus personnalisées par industrie pour, par exemple, les avocats ou le monde juridique. Là, par exemple, je vous donne un exemple, on a un partenaire qui construit des sites web spécifiquement pour l'industrie de la gestion immobilière ou pour les sites pour les compagnies, pour les agents immobiliers. Voilà, donc on essaye de couvrir un scope le plus large possible en termes de catégories de produits. On a des fois des sollicitations de partenaires qui souhaiteraient venir vendre sur la marketplace et
pour des catégories qui répondent avec leur solution à un besoin qui n'est pas couvert par une catégorie existante. On n'a pas de problème particulier à ouvrir une nouvelle catégorie. Mais là, je pense aujourd'hui, quand on voit, on a à peu près une trentaine de catégories différentes. On couvre déjà pas mal les besoins, on va dire, de notre public cible, qui sont les TPE, les PME, les particuliers, on va dire des entreprises jusqu'à 50, 100 employés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu effectivement donnais l'exemple, par exemple, l'exemple de l'immobilier, Mhm. qui sont finalement des verticales métiers Mhm. sur lesquels un certain nombre d'offres aussi peuvent se positionner. Donc ça, c'est intéressant dans un catalogue. C'est effectivement, il y a comme tu dis, des catégories de produits, mais après, il y a des verticales métiers auxquels ces produits peuvent s'adresser. Alors, d'un point de vue, parce que ça intéresse toujours nos auditeurs techniques, vous avez fait le choix, tu vas peut-être me dire pourquoi, pour aller partir rapidement, de ne pas développer votre solution custom. Vous êtes parti sur un framework Wizaplace. Oui. Nous en dire un peu plus sur ta stratégie là-dessus, à ce propos. Bah, en fait, donc moi j'ai eu la chance d'être vraiment à l'origine du projet. Donc effectivement, à un moment donné, donc quand on avait bien défini notre besoin en termes de fonctionnalité et de spécifier, qu'on avait bien spécifié ce qu'on voulait faire sur la plateforme à venir, on s'est penché évidemment sur ce qu'il y avait sur le marché. Donc effectivement, il y a des très gros acteurs de solutions SaaS un peu clés en main, marketplace, donc de back-office. Il y en avait très peu qui proposent aussi des packages intégrant aussi le développement du front-end, ce qui était le cas justement aussi de Wizaplace. Et l'idée, c'était plutôt de voir quelle était on va dire la capacité de toutes ces solutions. Le gros challenge était sur l'étude justement de savoir est-ce que toutes ces solutions étaient capables de faire de la marketplace de service. Dans le sens où aujourd'hui, dès qu'on parle de marketplace, très souvent, on parle de retail, on parle de biens de consommation, de stock, de livraison de biens, plutôt que de services. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est essentiellement, même uniquement, du service, donc de la gestion d'abonnement. Et évidemment, il y a des us et coutumes dans la gestion d'abonnement dans l'IT, on va dire sur les plateformes de cloud et au niveau du software as a service, qui ne sont pas forcément les mêmes que, on va dire, des locations d'auto ou d'autres, on va dire, d'autres modèles, on va dire, de facturation, de gestion d'abonnement. Donc du coup, à partir de toutes ces spécificités-là, on avait la chance, en étant OVH, d'avoir aussi un savoir-faire en termes de gestion d'abonnement pour tous les services qu'on commercialise déjà sur notre plateforme ovhcloud.com. Et à partir de là, en fait, j'ai fait un gap analysis de plusieurs solutions. Il y avait effectivement aussi le critère de l'hébergement. Moi, je ne pouvais pas non plus accepter d'héberger la plateforme marketplace d'OVH Cloud chez un autre cloud provider. Ça allait sans dire. Donc du coup, on a fait le choix assez naturel de Wizaplace car ils nous ont témoigné assez rapidement je veux dire d'une capacité d'adaptation et aussi d'une vraie volonté d'avancer ensemble en partenariat, au niveau justement de leur capacité à faire un petit peu de custom malgré tout par-dessus. Et ils ont accepté de vraiment développer avec nous tout ce qui est la gestion d'abonnement. Donc du coup, la gestion d'abonnement, on l'a développée avec Wizaplace en la faisant, on va dire, assez standard, mais assez conforme finalement à ce on avait l'habitude de faire chez OVH. Et en leur apportant ce savoir-faire-là, en fait, on a construit ensemble la brique module d'abonnement qui est aujourd'hui maintenant disponible pour tous les clients Wizaplace. Donc c'était vraiment un modèle, je ne vais pas dire open source, mais c'était vraiment un modèle, on va dire, communautaire sur lequel on a avancé avec eux. On leur a apporté notre savoir-faire, ils ont apporté leur capacité de développement et d'adaptation, et ça nous a permis d'avoir une version bêta en ligne en juin dernier, avec donc une première mouture de la gestion d'abonnement qu'on est en train de faire évoluer évidemment pour la V2 du site qui va arriver dans le courant de l'année. D'accord, donc c'est intéressant parce que toujours quand on lance des marketplaces, le make or buy, mais en même temps, ce que ça t'a permis d'utiliser un framework, c'est d'avoir un go-to-market plus rapide. Exactement. Et puis finalement de te concentrer peut-être sur les sujets plus business, onboarding des vendeurs, etc.
Bah, un des premiers constats qu'on a fait aussi, c'est que par rapport à ce qu'on faisait chez OVH, chez OVH Cloud, traditionnellement, c'était du e-commerce, assez standard. C'est-à-dire que OVH vend quelque chose, le facture, le met à disposition, c'est un modèle e-commerce très classique. Le modèle marketplace, ce sont des workflows différents, des flux monétaires différents, avec le séquestre, le cantonnement, avec le cash-in, le cash-out. Ce sont vraiment c'est vraiment un business model totalement différent. Donc il aurait fallu redévelopper, on va dire, tous ces workflows, en interne, alors que, bah, effectivement, il y avait des solutions déjà, prêtes à l'emploi sur le marché qui étaient disponibles, et on s'est très vite orienté sur le fait de choisir, un de ces acteurs-là disponibles sur le marché plutôt que de tout développer en interne. D'accord. Mais ça, ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, oui, il y a bien des spécificités au monde marketplace. On n'est pas dans l'achat-revente, du e-commerce, etc. Donc, comme tu dis, vous connaissez un mot qui nous plaît bien dans ce podcast, c'est les workflows. Parce que y a des workflows qui sont bien spécifiques. Alors, si on s'intéresse là, maintenant aux vendeurs, donc sur la marketplace, vous accueillez des vendeurs partenaires OVH. Mmh. C'est quoi l'intérêt que j'ai à aller sur la marketplace OVH Cloud quand je suis vendeur partenaire chez vous? Oh bah, il y en a plusieurs. Bah, déjà, ce qu'on promet et ce qu'on offre aux vendeurs partenaires, qui remplissent les quelques critères qu'on met, de sélection à l'entrée, heu, bah, c'est de l'exposition. Aujourd'hui, OVH, c'est 1,6 million de clients actifs. Bah, le fait d'être présent sur la plateforme, qui vise à, offrir un catalogue complémentaire aux offres OVH Cloud aux clients OVH Cloud, c'est de l'exposition. Donc l'idée justement, c'est que bon, pour l'instant, on est encore dans une phase, on va dire, de lancement de la plateforme, mais à terme, vous allez retrouver des offres et des liens, partout sur le site d'OVH.com, vous allez retrouver des liens dans le manager d'OVH, qui est en fait un peu le control panel des clients OVH, là, qui est l'intranet, enfin je sais pas comment on dit, mais Oui, si, si, oui, c'est ça, c'est l'intranet. c'est le profil utilisateur, Ouais. enfin des utilisateurs, enfin des clients d'OVH, pourra retrouver un accès très facile à tous ces produits disponibles sur la marketplace, et l'idée, c'est de pouvoir les rendre au maximum visibles pour les clients et accessibles. Ok. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est l'exposition. Le deuxième avantage, bah, il réside surtout dans le business model qu'on a validé avec, Octave Klaba et Michel Paulin, en tout début de projet. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de la marketplace d'OVH n'est pas, de créer, par exemple, une nouvelle ligne de revenus pour OVH, qui s'appellerait, commission de vente de la marketplace. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif est de fédérer l'écosystème et de construire et de bâtir ensemble, on va dire, ce catalogue complémentaire d'offres. Et ensemble, en fait, toute l'idée repose sur, plus on va trouver de clients, pour, les vendeurs de la marketplace, au plus ils vont consommer d'infrastructures chez OVH pour pouvoir les délivrer. Et en fait, là où c'est novateur et qui est un très gros avantage compétitif par rapport au marketplace, au modèle de nos compétiteurs, c'est simplement parce qu'on se contente de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre, un 5, 10, 15, 20% de commission additionnelle sur la vente du produit ou sur la vente de la licence, du partenaire sur la marketplace. On sait déjà que s'il est sur la marketplace, c'est qu'il consomme des infras et qu'il est client OVH Cloud, et que ses clients, il les livre sur des infrastructures qu'il commande chez OVH Cloud. On ne va pas aller lui prendre ou lui taxer un 5, 10, 15, 20% supplémentaire, sur sa valeur ajoutée à lui. L'idée, c'est D'accord. vraiment le Très win-win au intéressant. cœur de tout. Et l'idée, c'est de dire, plus on leur amène de clients, au plus évidemment, indirectement, on sera aussi gagnant. Et c'est comme ça qu'on veut insuffler ce mouvement, de fédération de l'écosystème, de construction de l'écosystème. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et avec un modèle aussi simple, sans commission de vente, eh ben, c'est comme ça qu'on arrive justement, à bâtir enfin, on l'espère, à pouvoir atteindre la vision qu'on a de grossir cet écosystème pour pouvoir enfin rivaliser avec les grands GAFA. Alors, Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'aime bien cette approche écosystème où finalement, tu peux, voilà, ça te permet à la fois faire croître la valeur d'échange entre les différents acteurs et puis de structurer aussi des nouvelles opportunités parce que tes vendeurs, finalement, tu leur offres un nouveau canal aussi de distribution.
Non, C'est et un puis service qui va puis proposer. ça assainit complètement la relation, on va dire, opérateur marketplace vendeur, dans le sens où l'un n'est pas client de l'autre, on est vraiment partenaire sur toute la ligne. Aujourd'hui, au final, je peux le dire, comme la plateforme OVH Cloud vise à faire des affaires à ses vendeurs, et n'a pas entre guillemets d'intérêt directement Mmh. relié à la transaction, je Mmh. pourrais le dire comme ça. Ouais, Bah, en fait, finalement, quand un client nous contacte, et même quand il a des questions ou qu'il s'interroge sur un produit, pour nous, ça nous est finalement complètement indifférent de pouvoir soit, prendre la transaction en ligne sur la plateforme, soit le réorienter vers directement le vendeur, qui pourra éventuellement conclure le deal en répondant aux questions du client. La finalité, c'est que le client devienne client du vendeur directement, et donc ça assainit complètement la relation, on va dire, opérateur marketplace vendeur. Alors je sais que c'est pas donné à tout le monde parce que la marketplace d'OVH, on va dire, est un add-on du ouais. business central de OVH, hein. Mmh mh. Mmh. C'est pas le cœur du métier, mais on veut le voir vraiment comme un accélérateur de croissance. On veut le voir comme un accélérateur on va dire, oui, de croissance, mais autant pour OVH que pour nos partenaires. Alors, vous avez il y a une problématique intéressante dans les marketplaces, en général, que ce soit dans des services ou le retail, c'est la porosité entre les vendeurs et les acheteurs. C'est-à-dire que tu as des vendeurs qui, effectivement, peuvent aussi devenir des acheteurs. Oui. Tu as aussi des acheteurs qui peuvent devenir des vendeurs. Ça, c'est quelque chose, parce que j'imagine qu'effectivement, un vendeur qui vient vendre une solution, bah, il va donc, sur un marketplace voir qu'il y a peut-être aussi dans le catalogue des autres vendeurs des solutions qu'il peut acheter en tant qu'acheteur, quoi. Ça, vous le constatez? Ça va même plus loin que ça, dans le sens où en fait on a insufflé avec mon équipe, le fait de créer une vraie communauté des vendeurs. Donc on se réunit maintenant une fois par mois, alors virtuellement pour l'instant, mais j'espère qu'un jour je pourrai tous leur offrir une bonne bière du Nord. On espère pas. Mais l'idée, c'est qu'on se réunit maintenant une fois par mois, virtuellement, l'intégralité de la communauté des vendeurs, où on partage de l'information, où on fait des présentations, où on accueille les nouveaux arrivants, du mois, et l'idée, c'est qu'on a déjà vu qu'il y avait des complémentarités, qui ressortaient en fait de nos échanges. Des vendeurs qui décident de développer un petit plugin pour pouvoir se matcher, par API ou autre, à la solution, d'un autre vendeur pour pouvoir D'accord. créer une offre commune. On a des complémentarités comme ça qui se dessinent, et c'est exactement la vie qu'on aimerait voir justement dans cette communauté, dans cet écosystème. Donc oui, certains vendeurs sont déjà, clients, d'autres vendeurs, mais l'idée, c'est en plus de pouvoir les faire travailler, ensemble. Ça serait vraiment une très, très grosse récompense pour mon équipe, parce que c'est en plein dans l'état d'esprit, et dans ce qui, motive la création de cette D'accord. marketplace Bah, et de cet écosystème. c'est en tout cas aussi bien en phase avec la philosophie de ce que c'est le marketplace et de la manière dont ça fonctionne. Tu nous parles des vendeurs partenaires. Donc, il y a toujours un sujet qui intéresse aussi les auditeurs, parce que ça peut être un pain point, c'est l'onboarding de ces vendeurs partenaires. Alors, c'est déjà des gens qui sont juste dans votre, je dirais, CRM, hein, mais Mmh. comment la partie notamment KYC, KYB avec la solution de paiement de PSP que tu as sur le site, est-ce que c'est un pain point? Est-ce que ça se passe bien? Alors, je pense que c'est jamais très simple à mettre en place. Enfin, de tous les retours d'expérience que j'avais eus quand j'avais fait mon étude prospective en début de projet, c'était vraiment comme tu dis, un gros pain point. En fait, on a réussi un peu à streamliner le processus, simplement parce qu'effectivement, on a régulièrement, donc on a tout un pipe, un funnel de prospects, de candidats, pour, devenir vendeur sur la marketplace. On a clairement expliqué aussi que tout le monde ne pouvait pas devenir vendeur sur la marketplace, donc on parle bien de candidature et pas d'inscription. On a un comité de sélection, des solutions en fait qu'on fait rentrer sur la marketplace, et alors après, on a streamliné un peu le système en créant un vrai formulaire en ligne où en fait, pour valider le formulaire, il faut déjà pouvoir rentrer un maximum d'informations.
Donc, tout ce qui est documentation concernant le KYC et le KYB fait partie intégrante du formulaire de candidature initial. C'est-à-dire que c'est un vrai choix qu'on a fait. Plutôt que de le faire en plusieurs étapes et en plusieurs allers-retours avant de pouvoir envoyer ça en KYC, nous, on a considéré que, on voulait un dossier de candidature complet dès le départ. Donc ça, c'était une première décision qu'on avait faite dans le process, pour pouvoir justement éviter de se rajouter des étapes de traitement, au niveau de l'onboarding. La deuxième phase, on va dire, de l'onboarding avec le KYC et le KYB, donc nous, on travaille avec, iPay en tant que PSP pour le cash-in, le cantonnement et le cash-out. Hem, on s'est, pour l'instant réduit, on va dire, à des moyens de paiement uniquement qui sont la carte bancaire. Ça va évoluer dans les prochains mois, bien évidemment. Et bon, au départ, il y a eu évidemment, un petit peu je ne vais pas dire de cafouillage, mais c'était un petit peu compliqué. On n'avait pas assez de retours sur, pourquoi cette pièce-là a été refusée lors du KYC. On n'avait pas le niveau de détail en retour dont on avait besoin pour pouvoir traiter facilement les cas, problématiques. Mais au final, on a, mis en place avec le PSP un point hebdomadaire de suivi, au niveau de l'onboarding. Donc tous les mardis matins, on a un call avec eux. Quand il y a pas de cas problématique, ça dure 3 minutes, on se dit bonjour et on se donne les nouvelles de la semaine. Mais quand il y a des cas problématiques, on peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble pour dire: «Bon, ben voilà, ce vendeur-là, ce marchand-là, il a, un problème sur sa carte d'identité qui correspond pas, exactement à la lettre, à l'identité qu'il y a sur le cabis». Enfin, je vous donne des exemples, mais Non, l'idée mais c'est c'est voilà, très intéressant, c'est très c'est concret. tout ce qui pouvait faire motif de refus, de validation au niveau du KYC. Voilà, on a essayé de mettre on a mis en place, ce petit processus, hebdomadaire qui nous a permis de gommer ça et aujourd'hui, je vous avoue on a vraiment plus de problème. Enfin, ça n'est plus un problème pour nous, l'onboarding et le KYC, KYB. Aujourd'hui, quand un client, nous dépose son dossier de candidature complet, qu'il y a pas de problème au niveau de ces documents qui sont tous, corrects. Nous, à partir du moment où l'envoie en KYC, KYB, en même pas une semaine, en général, il est validé et entre guillemets, il peut commencer à vendre dans la foulée. D'accord. Alors, Donc voilà, c'est intéressant parce que du coup, tu offres des solutions là, pour nos auditeurs, c'est que vous mettez en place une petite structure de gouvernance avec le PSP, et tout à c'est fait. comme ça que vous épousez les sujets, les points un peu bloquants. Et dans ce que tu dis, il y a aussi quelque chose que vivent beaucoup d'utilisateurs des marketplaces ou de head of marketplace, c'est qu'on imagine tout un tas de choses quand on lance une marketplace, puis dès qu'on a les premiers clients, on voit beaucoup des cas non nominaux, des exceptions, des trucs qu'on n'avait pas anticipés, etc. Il C'est faut toujours le cas. pouvoir, voilà, c'est toujours le cas, il faut pouvoir ces cas être réactif pour les traiter, puis surtout les traiter de bonne fois pour toutes, quoi. Alors, de toute façon, c'est effectivement un principe de base quand on se lance sur ce genre de projet. Il faut jamais laisser un problème sous le tapis. Il faut D'accord. systématiquement traiter toutes les exceptions qu'on rencontre et évidemment, dans le meilleur des cas, dans une optique où, bah, la prochaine fois que ça se présente, ça sera plus un problème. Voilà. Par contre, j'insiste aussi sur le fait de dire, nous, on ne sommes pas enfin, on utilise une plateforme, hem, qui est WisaPlace, donc une plateforme SaaS, je veux dire clé en main, mais et qui est responsable du module d'intégration qu'elle a avec le PSP, avec IP. C'est-à-dire Mm. que très souvent, quand on va avoir des blocages ou des problèmes ou des bugs, hein, ça existe, hein, dans la vie de tout Ouais. logiciel, la discussion peut devenir très rapidement tripartite. Donc j'insisterai aussi sur le fait de dire, il est important d'identifier, on va dire les bonnes personnes, chez chacun de vos partenaires, que ce soit le fournisseur de la plateforme ou le PSP, pour que les gens puissent rapidement se parler entre eux et régler le problème. C'est aussi une animation qui est à considérer. C'est quelque chose qui nous a pris un petit peu de temps au départ, mais aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal et ils arrivent même des fois à se contacter, directement, sans même passer par nous et c'est D'accord, très bien. alors effectivement, bon, ça, il faut être aussi conscient de ça. Donc, finalement, la marketplace, c'est un modèle tripartite, donc il y a toujours du tripartisme un peu à tous les niveaux. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est de pouvoir voilà, mettre en place de la gouvernance, enfin, des process avec les partenaires.
Alors, je te propose, comme le tantôt, qu'on parle maintenant un peu plus de vos acheteurs sur le marketplace. Donc, Ouais. les acheteurs, vous ciblez des acheteurs particuliers, entreprises. C'est quoi aujourd'hui un peu la typologie des clients, enfin des acheteurs sur la marketplace, OVH Cloud? Alors, très, très simplement, on devine aussi que sur les 1,6 million de clients d'OVH Cloud à la base, on a plusieurs types de clients. Et en fait, finalement, on couvre absolument tous les segments de marché quand on est OVH Cloud, que ce soit la très très grande entreprise internationale jusqu'à, on va dire, la fameuse Madame Michu qu'on appelle Ouais, tous comme ça, qui veut faire son blog sur WordPress ou peu importe, voilà. Donc on court absolument tous les segments de marché chez OVH. Aujourd'hui, on ne peut pas adresser dans une même marketplace, évidemment, tous ces segments de marché. Nous, on ouais, a fait le choix aujourd'hui de lancer une marketplace pour un segment de marché qui est, on va dire, le plus nombreux, je ne vais pas dire le plus important économiquement, mais le plus nombreux en nombre de clients, le plus important en nombre de clients chez OVH, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le segment web telco. Le web telco, c'est tout ce qui est hébergement, entreprise, PME, TPE, évidemment. Mais les PME, on va dire jusqu'à une centaine d'employés, allez, 100, 150 employés maximum. Après, on va vraiment partir sur des besoins plus spécifiques. L'idée, c'est vraiment de couvrir un scope pour ces entreprises-là. Donc, quand on retrouve la catégorisation du site de la marketplace aujourd'hui, quand on voit collaboration, marketing et vente, service manager, gestion d'entreprise, développement, développement, c'est pour les besoins de développement assez génériques, ouais. j'entends, et les solutions plus verticales, on est vraiment à essayer de fournir des solutions clés en main à acheter sur l'étagère pour cette typologie de clients. Donc, D'accord. c'est vraiment je vais pas dire le click and collect du logiciel, mais Mm. je rêverais qu'on fasse même un jour une campagne, «Je veux un logiciel.com» ou quelque chose comme ça, vous voyez? Ouais, Un ouais, ouais. hashtag, quelque chose pour que ce soit vraiment simple. On a voulu faire ça simple. On a des cas, des retours, des success stories au niveau de certains clients, où c'était très, très intéressant. Je peux vous donner par exemple l'exemple d'une personne qui travaillait dans la DSI d'un réseau d'écoles d'ingénieurs, Mm. qui pendant la crise du Covid, en fait, se demandait comment ils allaient pouvoir faire leur jury d'admission pendant les premiers mois d'été, Mm. vu que personne n'avait le droit de se déplacer, personne ne pouvait rencontrer personne, enfin, bref, le Ouais, confinement. confinement Et total. au final, elle a trouvé sur la marketplace des licences prêtes à utiliser de solutions de visioconférence d'un vendeur qui s'appelle d'ailleurs Easy Broadcast, que je vous encourage à aller voir. Et elle a essayé la licence médium, elle a essayé la licence large. Donc une fois elle a dépensé 6 euros, une fois elle a dépensé 10 euros. Mm. Et au final, elle a opté pour la licence large. Elle en a pris 60 pendant D'accord. 3 mois. Elle a fait tous ses jurys d'admission de tout son réseau d'écoles d'ingénieurs durant les 3 mois en utilisant ses licences. Et à la fin des 3 mois, hop, elle a coupé son abonnement et terminé. Et elle a résolu son problème pour exactement 600 euros. Donc D'accord, bah, c'est une des belles une histoires. bonne customer story. C'est une Mm. super customer story. Ça a été une des premières. C'était juste après le lancement en juin. Mm. Et en fait, c'est exactement ce genre de service qu'on veut rendre avec cette marketplace et les offres de cette marketplace. On peut autant trouver des solutions pérennes avec même des prix dégressifs sur des durées d'engagement d'1 an, 2 ans, 3 ans pour tout type de service. Mais on peut trouver aussi des solutions de dépannage, des solutions logicielles où en fait, une fois qu'elle avait passé sa commande, elle a reçu un login, un password et un URL sur lequel se rendre et elle a pu commencer à utiliser instantanément le service. Et c'est exactement ce genre de service ready to use, là, un peu Ouais, ouais. clé en main qu'on veut proposer dans un premier temps. Alors, du coup, ces acheteurs sur la marketplace, en fait, pour les recruter, parce que tu parlais tout à l'heure de campagne, Mhm. finalement, c'est la base de données des clients OVH. Alors, par souci de simplicité, on a monté tout ça un petit peu à côté de tous les SI standards d'OVH, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a une contrainte qu'on va essayer de gommer dans les prochains mois. Mais pour utiliser la marketplace, il faut créer un compte sur la marketplace d'OVH. Donc en fait, vous ne pouvez pas utiliser votre profil d'utilisateur pour l'instant
ovh.com pour vous connecter à la marketplace. Et ben, au final, on s'aperçoit qu'on a des clients sur la marketplace qui ne sont même pas clients OVH à la base. D'accord. Donc, Ah bah, ça nous ça permet m'intéresse en pas plus mal. de faire de l'acquisition de clients. Et d'ailleurs, côté vendeur, c'est exactement la même chose. On a des gens qui entendent parler maintenant de plus en plus de la marketplace et ils nous contactent en disant, ben voilà, on n'a pas nos infras chez OVH, mais on serait super ouvert à devenir client OVH et ouvrir un cluster chez vous pour pouvoir commencer à vendre sur la marketplace. Donc, on peut même encore gagner des clients côté vendeur comme on peut en gagner côté acheteur. Donc, D'accord, donc finalement, ouais, c'est intéressant, quoi, c'est aussi un outil d'acquisition, entre guillemets, de clientèle pour OVH. parce que quand effectivement des clients lancent à des clients entreprises, donc, lancent des marketplaces Mhm. sur un business existant, donc c'est exactement votre cas, qui n'a pas vocation, avec vocation d'animation d'écosystème, se pose toujours la question de l'intégration au CRM, au système d'information. Mhm. Et finalement, là, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas encore connecté, mais en fait, le fait que ce ne soit pas encore connecté vous a finalement permis de faire entrer des nouveaux, des clients qui n'étaient pas dans le CRM d'OVH Cloud, quoi. Bah, de toute façon, on a toujours voulu partir sur une base simple pour aller vite et pour avoir très rapidement quelque chose en ligne. Maintenant, justement, entre guillemets, si vous me passez l'expression, on est en train de rattacher un peu tous les wagons. Ouais. Donc oui, on sera plugué à terme au CRM d'OVH pour la gestion client, la gestion des vendeurs également. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos vendeurs comme nos acheteurs sont avant tout les clients d'OVH Ah Cloud oui, dans tous les oui, cas. oui. Donc c'est encore une particularité. Mais et surtout au niveau de cette authentification unique, qui est un très très gros enjeu pour nous cette année, mais qui Bah ne oui. se fait pas si facilement que Ouais. ça pour des raisons de sécurité évidentes. Donc on prend le problème très très au sérieux et c'est quelque chose qui sera, je l'espère, une, une future nouveauté, une nouvelle livraison qu'on aura pour nos clients et nos utilisateurs dans le courant de l'année. Ouais, parce que là, vous avez un sujet là, vous utilisez une solution, même si elle est hébergée chez OVH, qui est une solution SaaS pour votre marketplace. Donc, Oui. les questions quand même d'identification unique, elles sont assez stratégiques. D'accord. Alors, juste en termes marketing digital, vous avez prévu, alors là, vous êtes dans une phase de V1, de construction d'audience, de Mhm. construction de business. Vous avez prévu quelques initiatives où vous appuyez sur le marketing aussi, les équipes marketing digitales d'OVH Cloud pour vous aider? Alors, oui, effectivement, on reste et on demeure et on demeurera toujours une seule et même équipe OVH. Juste, on s'occupe en particulier, nous, d'un sujet, on va dire, un peu à part, mais on reste une seule et même compagnie. Au niveau des stratégies, on va dire, d'acquisition de trafic, hein, on est sur en fait des démarches assez classiques pour l'instant. En termes de SEO, de campagne SEA, voilà, on travaille vraiment notre SEO de façon la plus efficace possible. C'est une vraie, on va dire, stratégie d'acquisition qu'on a mis en place. Il faut qu'on se fasse connaître le plus possible. Avec les conditions sanitaires, forcément, on ne peut pas tenir tous les événements qu'on avait prévus. On Non. avait par exemple prévu du budget pour monter des animations sur Paris, des animations même à terme, on en parlera peut-être plus tard, mais dans les filiales d'OVH pour le lancement de l'internationalisation à venir de la marketplace. L'idée, c'est vraiment, voilà, on essaye de faire en sorte de maximiser la communication, mais je pense qu'avec le confinement, on est tous complètement saturés d'informations et de pubs au niveau virtuel, que ce soit en mail, que ce soit en, en encart publicitaire, il y en a absolument partout et je trouve qu'il y en a toujours de plus en plus. Mais on essaye justement de parler au maximum de nous et évidemment, on s'appuie au maximum sur la base de clients d'OVH. On met des encarts marketplace régulièrement dans toutes les newsletters à destination de nos clients. Voilà, c'est encore une fois en termes de stratégie, on a toujours derrière OVH Cloud et son assise et son existant. Mais ce qu'on veut aller chercher, c'est d'aller au plus près des clients finaux, des end users pour pouvoir les attirer sur la plateforme. On a des cas encore aujourd'hui de gens qui nous appellent au standard d'OVH et qui nous disent
j'ai besoin d'une solution de visioconférence, est-ce que vous pouvez m'aider? Et en fait, ils n'ont pas du tout le réflexe de taper dans Google vidéoconférence Ouais, ouais. et OVH. Ils vont taper vidéoconférence, mais ils vont pas forcément arriver encore sur la marketplace, alors qu'on a aujourd'hui 5 ou 6 bonnes solutions prêtes à l'emploi de visioconférence. D'accord. Donc Ouais, là, on est justement, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu le pourquoi on a fait ce projet-là. On est en train d'y venir. C'est-à-dire que les utilisateurs finaux des logiciels qui n'étaient traditionnellement pas commercialisés par OVH, les clients ne font pas encore l'association entre ce besoin et le fait de pouvoir le trouver sur OVH. Donc c'est justement ce gap-là qu'on essaye de remplir avec la marketplace. Quand je parlais d'une campagne ou d'un hashtag je veux un logiciel.com, il faudrait que je rêverais que ça devienne le réflexe de tous nos clients de dire j'ai un besoin IT, j'ai un besoin de logiciel ou j'ai un besoin d'infra, je vais sur OVH et je vais trouver exactement tout ce que je veux. Et ça c'est te donne exactement ce qu'on d'accord. vise. C'est le positionnement one-stop shop du logiciel. Alors, Le one-stop shop, exactement. voilà. Alors, dernière étape, c'est la transaction. Alors, en fait, ce que tu as expliqué, c'est que dans ton modèle, ce n'était pas un nouveau PNL ou une nouvelle ligne business avec Mhm. un modèle de commission à 15-20%, mais que donc tu écris d'ailleurs sur le site, vous prélevez des frais de transaction qui en fait sont là pour couvrir les frais du PSP, hein, c'est ça, j'imagine. Alors, les frais du PSP, les frais de la plateforme, je vous dis, La on plateforme. utilise une plateforme, on paye une Oui. licence évidemment d'utilisation à WizaPlace. Je ne parle même pas du montant des développements et de l'investissement en termes de développement aussi qu'on mutualise avec WizaPlace, mais qui nous coûte aussi un certain chiffre. Euh, on a effectivement tous les frais de transaction facturés par le PSP, ça c'est traditionnel. Je vous parle même pas des coûts des salaires de mon équipe en fait, Ouais, bah oui, aussi pour lesquels il faut les considérer aussi dans la vue d'ensemble. Donc, en fait, ce qu'on fait, et j'insiste bien sur le terme, ce qu'on facture, c'est un frais de transaction, c'est un frais, un frais visant à couvrir les frais d'opération de la plateforme. C'est en aucun cas une commission de vente qui serait à considérer comme un revenu pour OVH. Donc vraiment, il faut vraiment voir ça comme une, entre guillemets, une participation au fait que la vente ait pu se conclure et soit gérée par la plateforme. Donc c'est 3% uniquement aujourd'hui parce qu'en en fait, on a négocié assez fortement avec le PSP. On a aussi des accords de partenariat avec WizaPlace qui nous permettent de dire voilà, on met ça entre guillemets à ras les pâquerettes, 3%. C'est-à-dire qu'un vendeur qui effectue une vente sur notre marketplace pour 100 euros, donc le client se fait, enfin, je veux dire, la plateforme encaisse 100 euros d'un client. Après 21 jours, le partenaire, le vendeur, reçoit 97 euros. Et ouais. c'est aussi simple que ça. Il y a juste 3% de retenue pour les frais de transaction, mais il n'y a pas de commission de vente et il a vraiment 97 euros qui tombent sur son compte. Voilà. D'accord. Bon, bah, donc c'est vraiment intéressant pour lui. Alors, écoute, Pierre, merci. On arrive au terme de cet entretien qui aurait pu encore durer plus longtemps. Et il y a plein de choses intéressantes. De toute façon, on te réinterviewera dans quelques mois. Justement, Avec plaisir. tes enjeux pour 2021 là, sur la marketplace OVH Code, quels sont-ils? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Déjà, comme je disais, aujourd'hui, on a une seule typologie de produit qui est le logiciel SaaS, les accès SaaS, offerts par nos vendeurs et qu'ils gèrent et supportent à 100%. On va lancer dans le courant de l'année une nouvelle typologie de produit, donc permettre à nos vendeurs d'offrir finalement juste la vente de la licence de leurs produits le, l'hébergement qui va en dessous, mais pour le combiner en fait avec une infrastructure que le client pourra avoir dans son propre espace OVH. Donc en fait, c'est vraiment permettre de l'installation de software on-premise chez les clients. Donc là, c'est vraiment une nouvelle oui, voilà, une nouvelle typologie de produit avec un nouveau modèle de facturation. La marketplace gérera uniquement la partie licence et puis OVH facturera traditionnellement l'infrastructure supplémentaire. Donc ça, c'est un deuxième modèle de produit pour les vendeurs qui voudront proposer l'installation on-premise de leur logiciel.
On va avoir un autre gros morceau qui sera l'ouverture à l'international de la marketplace, autant côté vendeur que client. On comprend que en tant qu'opérateur d'une marketplace, quand on prend une commande, il faut être sûr que les taxes qui sont appliquées dans le panier sont les bonnes, pour les bons produits. Et pour ça, en fait, on est en train de travailler avec WisaPlace à l'intégration d'un web service externe pour pouvoir avoir en temps réel les bonnes taxes applicables dans le bon produit. Et à partir de là seulement, on pourra ouvrir à l'international en se disant, voilà, on pourra être serein de savoir qu'un vendeur de République tchèque, par exemple, qui vend à un client espagnol, dans la transaction qui vient de se nouer pour tel type de produit, c'est ça ce sera les bonnes taxes qui seront appliquées dans le panier, dans la transaction. Donc une fois qu'on aura ça, on sera capable de dire on peut recevoir des vendeurs de partout dans le monde et des clients de partout dans le monde. D'accord. Bon, bah, donc des beaux enjeux. Il y en a d'autres que tu voulais signaler? Les US, aujourd'hui, vis-à-vis du Cloud Act et de toutes les questions de souveraineté des données, évidemment, cette plateforme donc, est ouverte aux clients US, mais par contre, on ne pourra pas gérer toutes les affaires US là-bas. Donc l'idée, c'est que pour exactement les mêmes raisons que pour tout le reste d'OVH, on dupliquera complètement la base à terme de la marketplace pour OVH Cloud US et on ouvrira là-bas une entité marketplace à part entière qui sera vraiment coupée en termes et cloisonnée en termes de data client, mais qui permettra aux clients américains de disposer du même dispositif marketplace là-bas. Donc ça, c'est aussi un des projets qu'on a en parallèle. Voilà, on manque pas on manque pas de travail. Bon, et là, tu auras aussi un sujet de taxes, parce que là, tu as des taxes différentes entre chaque État. Donc, ça, c'est aussi... Et c'est exactement pour ça qu'on a pris l'option, même pour l'Europe, de faire ce plug d'un web service externe. C'est que c'est déjà le service externe en question, qui s'appelle Avalara, Oui. on l'utilise déjà pour nous aux US pour gérer la complexité des taxes US pour OVH Cloud US. Donc on a demandé ici à l'Europe de l'intégrer parce qu'ils ont aussi ce service-là pour l'Europe. Donc on l'aura ici pour la marketplace, mais du coup on sera capable de l'utiliser au jour 1, le jour où on duplique la plateforme pour les US. Donc tout est pensé, tout est lié, tout est en place. Bon, bah, Pierre, merci beaucoup. Je pense que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. Donc, vous allez retrouver effectivement, bien sûr, ce podcast sur Apple Podcast, SoundCloud, Deezer et Spotify, et puis aussi sur le site marjorie.co, où vous trouverez également un résumé textuel de cette interview. Voilà, merci à toutes et à tous, et merci encore à toi, Pierre. Merci beaucoup.